Bonjour, le professeur Sadiq Khalid. Aujourd'hui, on est en train de terminer les cours qu'on a vus avant. C'est sur le management. C'est un cours dédié aux étudiants de première année, semestre 2. Comme on a expliqué dans les séances précédentes, le management ou le manager, il doit avoir plusieurs qualités. On a expliqué, on a dit, c'est pas n'importe qui peut avoir ou peut être un manager. Donc des qualités, il doit constituer ses relations. On a précisé bien les relations, soit vers le bas, vers le haut, latéral. On a dit encore tout ce qui concerne les qualités techniques, humaines et conceptuelles. Ok, on a dit, le travail managériel, d'après tous ces éléments-là, il travaille sur 2 dimensions. Les 2 en même temps, c'est pas qu'un seul. Donc il y a la dimension verticale, ça veut dire c'est tout ce qui est vraiment de haut vers le bas. Et on a expliqué, on a dit il y a les premières lignes, moyen et aussi top management. Et on a dit dimension horizontale qui regroupe les différents domaines de responsabilité du manager, soit ressources humaines, soit finance, soit comptabilité, donc ça c'est les relations qui existent. Donc tout simplement, si on arrive à comprendre, à saisir bien c'est quoi le management, c'est quoi les clés de la réussite d'un manager, ça c'est d'une façon générale, d'après tout ce qu'on a vu dans les ouvrages et tout, mais on va voir que le management, il a des écoles. Le management est précisé par plusieurs visions. Donc ici, c'est pour cette raison-là, le manager A de l'entreprise 1, c'est pas pareil que le manager B de l'entreprise 2. C'est pas pareil que C3, D4 et ainsi de suite. Donc parce que chacun, tout simplement, il a sa vision. Et comme on a dit, ici on a classé le management selon 2 visions. Au niveau historique, au niveau donc du temps, il y a plusieurs visions. Il y a la vision mécaniste qui est simple et la vision systémique complexe qu'on va voir par la suite. Donc aujourd'hui, on essaye de terminer ou de voir la vision mécaniste simple qui a commencé depuis longtemps. Et après, donc, on arrive pour tout ce qui est moderne, actuel, c'est la vision donc systémique complexe. Donc on est là pour parler du management. Tout simplement, il y a plusieurs, on a vu dans les chapitres de base de management que les managers en général, ils sont là pour comprendre tout ce qu'ils font. Donc ça c'est le plus important. Donc l'objectif qu'on peut avoir dans ce chapitre est tout simplement d'étudier les différentes approches théoriques traitant la notion de management, on l'appelle les écoles de management, on peut les appeler aussi les courants de management, on peut les appeler aussi, c'est la pensée du management. D'accord, donc il y a plusieurs appellations, et on préfère parler des écoles de management. Comme j'ai dit, il y a les écoles simples, c'est ici qu'on trouve les 2 types d'écoles, c'est l'école classique et l'école des relations humaines. Et deuxièmement encore, il y a le management qui a une vision systémique complexe. Donc bien sûr, on commence par la première école, c'est la première école classique, c'est la vision simple. Et ici donc, je dois tirer l'attention à vous, à tout le monde, que vraiment le management c'est pas que juste dans le 19e siècle ou au début 20e siècle soit avec la révolution industrielle française ou avant de 100 ans la révolution industrielle anglaise, mais on trouve que vraiment le management ça existe depuis longtemps. Et je vais vous dire, c'est pas juste dans tout ce qui est dans les pays de l'Europe ou dans tout ce qui est dans les États-Unis et tout, non, l'Amérique. Mais on va trouver qu'il existe aussi. Donc le management, il existe depuis longtemps dans les pays arabes et précisément les pays musulmans, donc arabes et musulmans. D'accord. Parmi les classiques qu'on sait tous, les noms qui figurent qui sont bien connus dans les classiques, on trouve Adam Smith, on trouve Tyler, on trouve Fayol, mais
nous avons également pris en considération ceux qui ont été occultés, tels que Ibn Khaldoun. Et ça, c'est un point qui est très important. Je pense que tout le monde, on oublie de parler de cette partie-là, de la partie la plus importante. C'est vraiment, c'est la base. C'est qui? C'est Ibn Khaldoun. Et comme Weber, les deux dans les pensées pourraient élucider les phénomènes sociaux et organisationnels. Donc Ibn Khaldoun, qui est né en 1331 et décédé en 1406, c'est un précurseur oublié. Tout le monde il l'oublie. Pourtant, c'est lui qui a parlé au début, on va voir, qui a parlé plus, c'est la base de management. Donc la contribution arabe dans la pensée managérielle a été souvent ignorée, négligée. Et c'est dommage. Parce que on trouve que Ibn Khaldoun il a apporté beaucoup de choses. Son apport est fort intéressant et ce sous plusieurs angles. Il y a la compréhension des faits sociaux et du comportement humain à travers deux concepts fondamentaux. Ibn Khaldoun il a ramené deux concepts fondamentaux. Et ça donc, vraiment, il a un effet sur la pensée managériale. Les deux, c'est Umran, et deuxième, c'est Asabiya. Donc, Ibn Khaldoun, un des plus grands historiens du monde arabo-musulman, est souvent connu comme le père de la sociologie moderne. Il enseigne à Tunis et au Maghreb, puis s'exila au Caire face au rejet de ses idées modernes par les Malikites. Donc il est parti, il fut cadi, au juge on dit, au Caire et conseiller tout simplement de sultan à l'époque en Égypte. Il occupa beaucoup de postes administratifs ou religieux. Ibn Khaldoun établit au XIVe siècle traité de sociologie, œuvre qui fut reprise 400 ans plus tard par Auguste Kant. Voilà, donc le travail ou les travaux de Ibn Khaldoun sont pris 400 ans plus tard par Auguste Kant. Donc les ouvrages de Ibn Khaldoun les plus réputés, on connaît tous, c'est l'ouvrage le plus important, et Muqaddima, traduit en français sous le titre Prolégomène. Dans la Muqaddima, introduction en 3 volumes de son kitab, simplement Al-Ibar, on retrouve l'histoire des Arabes, des Persans et des Berbères. Donc ici, on va voir que la Muqaddima, l'œuvre principale de Ibn Khaldoun, retrace l'histoire de la civilisation maghrébine du XIVe siècle et témoigne de sa complexité sur le plan des techniques, du savoir ou des formes de gouvernement. De son analyse émergente de concepts fondamentaux, comme on a expliqué, il est basé sur 2 concepts dans le Muqaddima, c'est l'Umran et l'Asabiya. Lorsqu'on dit l'Umran désigne les phénomènes humains, la civilisation, la société, tout ce qui caractérise les organisations humaines dans les aspects de leur vie matérielle. L'Asabiya, souvent traduit par esprit de corps, et cette force motrice qui permet à un groupe humain organisé de se produire. Voilà. Et ici, ça se voit, d'après les 2 termes, qu'il y a le sens de management. Premièrement, on a dit c'est les phénomènes humains, la civilisation, la société, les organisations humaines. Et dans l'Asabiya, donc ici, vraiment, ça permet, où ça donne une force motrice à créer, à produire. Donc ça, c'est très important. Ici, on trouve que chez Ibn Khaldoun, l'homme se distingue de tous les êtres vivants par des attributs qui lui sont propres. Donc ici, on va voir que l'homme, c'est pas pareil comme les autres. Donc les autres êtres humains, il a plusieurs qualités. Premièrement, les sciences et les arts sont le produit de la réflexion, faculté qui distingue l'homme des animaux et l'élève de toutes les créatures. Deuxième chose, l'homme se distingue par le besoin d'une autorité qui puisse le réprimer et d'un pouvoir qui le contraigne. Ça, c'est très clair. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous surveiller l'ajustement mutuel et tout, donc la hiérarchie, le top management, ou le management moyen et tout, le manager moyen et tout. Et en même temps, donc, il essaye de faire, donc,
on a dit le pouvoir, il puisse le réprimer, donc il est là pour donner son avis aussi en même temps. Troisième attribut, on peut dire que l'effort que fait l'homme pour assurer sa subsistance et les différents moyens par lesquels il s'y emploie, donc ici on voit, en effet Dieu ayant soumis les hommes à la nécessité de se nourrir afin de conserver leur vie et de maintenir leur existence. Il les dirige lui-même vers le désir et la recherche de tout ce qui leur est nécessaire. Donc ça se voit qui est très important, que l'homme il est là pour chercher, il cherche tout ce qu'il a besoin pour assurer sa survie, d'accord, ou sa vie en général. Donc autrement, on ajoute aussi la sociabilité. C'est-à-dire la tendance qui porte les hommes à demeurer et à se fixer ensemble, soit dans les villes, soit sous des tentes pour y vivre en société et pour satisfaire leurs besoins. Ici, on va voir la sociabilité, que l'homme, il ne peut pas vivre tout seul, mais il aimerait bien vivre dans des villes, sous des tentes, d'accord? Donc il aimerait bien vivre dans un groupe, et ça qui est très important. En résumé, les idées d'Ibn Khaldoun offrent une grille et une méthodologie de lecture des phénomènes sociaux ainsi que organisationnels. Les concepts tels que l'asabiyya, esprit de corps, sa conception de l'homme comme étant un animal politique impliquant une vision politique des rapports entre les êtres. Ces appels d'adopter une attitude critique sont autant d'éléments qui justifient l'intégration d'Ibn Khaldoun dans différents cours, donc sociologie, histoire, y compris en management. Ici on voit que vraiment la source aussi de l'école de management ou des écoles de management, si on dit l'école classique, on va commencer par, c'est la source de l'école classique, c'est, on peut dire Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, donc, cet écrivain, ce penseur qui pense à tout ce qui est vraiment la sociologie, on peut entrer aussi plus la sociologie, l'histoire, il a pensé aussi à tout ce qui est management. Et comme ça, on peut dire que tout simplement, on ne doit pas négliger Ibn Khaldoun dans l'école classique. Et comme ça, pour déterminer la vision de management selon l'école classique est relativement restreinte et simplificatrice, comme on a dit, de la réalité et des coûts des analyses d'optimisation. Donc, on peut dire que l'entreprise est un lieu de production, c'est-à-dire la combinaison des facteurs de production, facteurs humains et humain et matériel. Le travail est organisé au sein d'une organisation d'une façon rationnelle. Il y a la rationalité. Plus encore, dans le management selon l'école classique, on trouve que les acteurs de l'organisation sont des exécutants, sans logique d'action propre, sans pouvoir. Plus encore, les approches classiques concernent les premiers auteurs qui au début du siècle, comme on a dit, c'est pas que, mais d'avant, on peut dire Ibn Khaldoun et après, ont posé des bases de la science de management. Donc, on peut dire, on ne peut pas commencer juste par début du siècle, du XXe siècle, mais on peut commencer d'avant, ça veut dire c'est 13e au 12e et 14e siècle. Ceci correspond au fait aux exigences nouvelles engendrées par l'émergence de la société industrielle. Parce que la société, donc ici on croit, donc parce que c'est la société industrielle qui nous oblige à vraiment avoir des approches de management ou d'avoir donc vraiment à exige la science du management. Donc ça c'est points qui sont les points que en général peut avoir l'école classique. L'école classique, comme on a dit, c'est une école qui est mécaniste, qui pense à la mécaniste, ça veut dire scientifique, ça veut dire mécanique, ça veut dire autrement, et aussi c'est une école qui est simple, qui pense pas à compliquer les choses. Donc on va voir par la suite comment les autres auteurs à part Ibn Khaldoun, comment ils pensent dans cette école-là. D'accord? Les fondements de la pensée classique, on peut dire d'après tout ce qu'on a expliqué, les fondements de la pensée de l'école classique sont basés sur trois notions. Il y a trois.
Premièrement, c'est une approche qui est empirique et normative. Deuxième, c'est des hypothèses implicites. Et troisièmement, des principes d'organisation. Donc les trois notions de fondement de la pensée classique sont les trois. Donc on doit avoir les trois en même temps. Donc c'est pas un, je laisse l'autre et tout. Non, les trois. La première approche, comme on a dit qu'il est empirique et normative, et ici en général des pratiques professionnelles et d'expériences de direction. Ces pratiques sont présentées sous forme de règles à suivre, par exemple des recommandations, des principes, des commandements, ainsi de suite. Donc, comme par exemple, on a vu dans le premier semestre les 14 principes de Fayol qu'on va revoir encore par la suite. Pour deuxième notion, c'est les hypothèses implicites. Les hypothèses implicites, ici, on trouve, il y a deux postulats. Il y a postulat mécaniste et postulat rationaliste. Pour le postulat mécaniste, l'entreprise est une gigantesque machine composée de milliers de pièces. Donc les ouvriers ne sont que des rouages du mécanisme global. Ça, c'est chez les classiques. Aussi, le postulat rationaliste, aussi l'entreprise est composée d'éléments humains et matériels qui peuvent être dominés par quoi? Par l'esprit de l'organisateur. Ça veut dire que le matériel est régi par des lois physiques. Les individus réagissent et l'individu cherche la sécurité et répond aux responsabilités. Donc ça c'est vraiment deuxième type de notion de fondement de l'école classique. Troisième type de notion, c'est les principes d'organisation. Ici, le principe d'organisation, on trouve, il y a l'organisation hiérarchique, il y a les principes d'exception, il y a l'unicité du commandement et le principe de spécialisation. L'organisation hiérarchique, l'entreprise doit être hiérarchisée. Ça veut dire, c'est vraiment l'autorité dans le sommet, ou la direction, comme on a dit, le top management dans le sommet. Il y a encore les moyens au milieu. Et troisième, c'est la base pour exécuter. Encore, il y a le principe d'exception. Ce sont les subordonnés qui s'occupent des tâches routinières. Seuls les problèmes exceptionnels doivent remonter la hiérarchie et être solutionnés par elle. Donc ça, c'est le principe d'exception. Il y a encore, ici, dans les principes d'organisation, il y a l'unicité de commandement. On ne doit dépendre que d'un seul chef. C'est simple, c'est clair. Comme on a dit, c'est même dans les structures, on a dit il y a les structures simples, traditionnelles, les structures, modernes. Dans les structures modernes, par exemple, dans les structures traditionnelles avec l'école classique, donc il y a l'unicité du commandement. Donc l'unicité de commandement, ça veut dire qu'il n'existe qu'un seul chef où je peux avoir des commandes d'un seul ou d'une seule source. Pour le principe de spécialisation, ici, le travail est découpé en gestes et opérations qui sont très simples, facilement assimilables par une main-d'œuvre peu qualifiée. On diminue ainsi le temps d'apprentissage et l'exécution répétée gestes permet une cadence très rapide. Donc, de plus, cette technique engendre plusieurs avantages. Quels sont ces avantages-là? Premièrement, on peut mesurer facilement la productivité d'un ouvrier. Ça, c'est très simple, comme ça, je peux distinguer qui travaille pas. Et on peut rémunérer l'ouvrier en fonction de son travail. Ça veut dire, donc, il est rémunéré en fonction de son rendement. Donc ça c'est le point le plus important. Et comme ça on peut terminer ici, on a terminé les trois notions fondamentaux de la pensée classique, soit l'approche empirique normative, les hypothèses implicites et les principes d'organisation. Donc on a dit, ça c'est concernant les trois notions de fondement de la pensée classique. Juste après, donc on commence par le premier auteur qui est très bien connu, c'est Taylor. La pensée de Taylor, c'est lui qui a parlé de la rationalité productive.
Taylor, il est né en 1856 et décédé en 1915. Et c'est parmi les piliers de l'école classique aussi. On dit ses pensées reposent sur 4 principes. Le premier principe, c'est la division verticale du travail. Second principe, c'est la division horizontale des tâches. Troisième principe, c'est le salaire au rendement et contrôle des temps. Quatrième principe, c'est la coordination du travail au moyen de la hiérarchie fonctionnelle. Donc ici, Taylor, il travaille avec ces principes-là. Il ne peut pas, d'accord, ce sont ses bases, ce sont vraiment la base pour travailler sur ces 4 principes. On commence par le premier principe, ça veut dire c'est la division verticale du travail. Ici, cette division, il vise à distinguer strictement les exécutants des concepteurs du travail. Donc, tout simplement, si on va faire la remarque, il y a des gens, quand on rentre à l'époque de Taylor, il y a ce qu'on appelle ici les cols blancs et les cols bleus. Et ça, c'est très important. Pour montrer qui est là pour vraiment exécuter, c'est bleu, et qui est là pour vraiment faire la conception, c'est blanc. Donc ici, on peut entrer dans une organisation de type de Taylor qui suit la pensée de Taylor. D'après ça, donc on peut vraiment bien déterminer, on peut vraiment distinguer qui est le concepteur et qui est l'exécutant. D'accord? Ça c'est vraiment c'est le premier point de la division verticale du travail. Par la suite, on dit que l'étude scientifique du travail doit être réalisée par des spécialistes. C'est pas par n'importe qui. Ici, lorsqu'on dit, on ramène, on peut passer, on peut céder à des bureaux d'études, on peut céder à quelqu'un, d'un bureau des méthodes et tout pour faire ce travail-là. Car trop long et trop difficile pour être réalisé par le personnel de production. Donc c'est pour ça on donne l'étude scientifique du travail à quelqu'un de plus de spécialité. D'accord? Ceci définira les processus opératoires les plus économiques. C'est par la démarche scientifique, donc étude de passe et tout, donc qu'on peut vraiment déterminer, la seule façon d'effectuer une tâche. The one best way. Donc ici, the one best way. Donc ici, on est en train de parler de Taylor. Autrement, c'est pas n'importe qui. On peut faire le travail, donc, mais on va dans one best way, ça veut dire je vais chercher ou je vais vraiment déterminer la méthode la plus importante parmi les méthodes qu'on a. C'est ça qu'on doit adopter. Second principe, c'est de la division en général de Taylor, c'est la division horizontale du travail. Avant, premier principe, pour vous rappeler, c'est la division verticale du travail. Voilà. Donc, il y a les niveaux, il y a la hiérarchie, il y a tout. Et ici, c'est la division horizontale des tâches. Lorsqu'on dit la division horizontale des tâches, c'est la parcellisation des tâches entre opérateurs. À chaque opérateur est attribuée une tâche élémentaire, la plus simple possible. Pour quelle raison? Afin d'automatiser et d'accélérer les gestes. En d'autres termes, il conduit à la parcellisation de travail, à la spécialisation des tâches. Donc tout simplement, on divise, on fait la parcellisation du travail, donc on peut avoir facilement la spécialisation des tâches. Il y a l'étude des temps d'exécution en vue de déterminer, comme on a expliqué avant, le one best way. Ça veut dire c'est les meilleures façons de faire. C'est donc la division horizontale des tâches menée le plus loin possible aboutit au travail à la chaîne. Innovation de Ford, appliquée à partir de 1913 dans ces usines, parce qu'il a appliqué Ford, c'est la division horizontale du travail, ça veut dire des tâches et tout, il a appliqué dans toutes ces usines à partir de 1913. Pour arriver, troisième principe, c'est le salaire au rendement et contrôle des temps. Taylor s'était bien rendu compte du caractère abrutissant du travail ouvrier et en contrepartie, il préconisait que ce travail fût correctement payé et que les ouvriers puissent
accéder à la société de consommation par une redistribution équitable des gains de productivité ainsi réalisés. Ça veut dire ici, je travaille plus, je gagne plus. Ce système fondé sur des primes de productivité de travail cherche à développer la motivation de l'homme au travail. Donc plus il travaille plus, il a plus de primes, plus il est motivé. Donc ici on peut dire que la seule motivation d'un salarié c'est le salaire. Ou la prime autrement. Outre une standardisation des tâches poussée à son maximum, Taylor souhaitait l'établissement du salaire à la pièce, censé constituer une motivation importante pour les ouvriers qu'il considérait comme des agents rationnels, maximisant de manière consciente leurs gains monétaire. Donc ça c'est très simple et ici ça se voit que on peut répéter ça, que la seule motivation d'un tel travail ne peut donc être que l'argent. Pour cette raison, le salaire au rendement s'impose. À chaque tâche correspond un temps d'exécution. C'est le chronomètre détermine alors la rémunération de l'ouvrier en écart au temps référentiel. Donc ça c'est le système des bonus. Parce que Taylor, à l'époque, il est parti demander à des scientifiques ou des psychologues de venir faire une étude pour demander dans chaque tâche, donc il prend combien de temps, combien de secondes. Et comme ça, il va voir ses salariés qui dépassent le temps qui est bien précisé pour cette tâche, il n'est pas bien. Donc, et ça, il y a un problème avec ce salarié. Et qui fait le temps, c'est bien, moins c'est très bien, mais c'est pas, ça c'est, en général, c'est les principes, on dit, de Taylor. Et comme ça, on peut dire que le salaire au rendement permet la lutte contre le temps mort, qu'il découle d'une mauvaise organisation ou de la tendance spontanée des travailleurs à choisir leur propre rythme. Donc, tout simplement, on arrive pour quatrième principe, c'est la coordination du travail au moyen de la hiérarchie fonctionnelle. Un système de contrôle du travail, à partir de ce principe, chaque geste de l'ouvrier exécutant est surveillé. Il ne peut pas travailler comme ça. Donc il n'est pas là pour perdre du temps. Il n'est pas là pour parler avec ses collègues. Il n'est pas là pour, je sais pas, faire aller boire même pour boire et tout. Donc le temps de travail, vous êtes là pour travailler. Donc cette approche du travail humain constitue en réalité la force du système taylorien, car le développement des connaissances et des techniques industrielles continue à se propager de cette manière. Par exemple, l'informatique ou la robotique repose sur une analyse systématique de l'exécutant et une étude minutieuse des conditions d'application de nouvelles technologies. Pour autant, le taylorisme, tel qu'il a été mis en application au milieu industriel, a conduit à de nombreuses discussions, notamment en ce qui concerne la conception de l'homme en situation de travail. Donc ça c'est vraiment ce qu'on peut parler de Taylor. Et Taylor, donc, d'après toutes ses études, sa vision, ici, parce qu'il fait partie de l'école classique, il a des avantages, il a ramené quelque chose de plus, mais à côté, il y a aussi des inconvénients ou des limites. Pour ces apports, rapidement, on peut dire on considère que l'un des grands mérites de Taylor est d'avoir conçu à travers l'OST, l'organisation scientifique de travail. C'est un modèle d'organisation qui vise à l'amélioration de la gestion de production en vue de l'augmentation de la productivité. Donc tout simplement, il est le premier théoricien à proposer une méthode opérationnelle très concrète. Donc, malgré les vives critiques dont il a été l'objet au début du siècle, l'œuvre de Taylor a eu un impact considérable dans le développement de l'industrie. En revanche, on peut reprocher au taylorisme une division trop poussée des tâches qui limitent l'initiative et l'autonomie au travail. Aussi, on trouve que la conception de Taylor de l'homme au travail repose sur une vision très appauvrie du potentiel humain. Finalement, la principale critique que l'on peut aujourd'hui formuler au fondement de la théorie taylorienne est que l'un
des postulats implicites reposent sur l'idée une dichotomie stricte entre le cerveau et les mains humaines. Et merci. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.